Bonjour à tous, merci de votre présence. On est ravis parce que vous êtes très nombreux et donc on est très content que ce webinaire suscite autant d'intérêt. En même temps, on a beaucoup de pression, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Alors pourquoi ce webinaire? En fait, le tourisme durable est sur toutes les lèvres et on en parle énormément et il nous a semblé que ça devenait un petit peu abstrait, que c'était un peu nébuleux, un peu technique. Et en fait, il nous a semblé intéressant de mettre en lumière des initiatives concrètes pour essayer de s'approprier le tourisme durable en tant que professionnel du tourisme, des médias et même pour nous en tant qu'agence. Donc ce webinaire n'a absolument pas du tout la prétention d'être une conférence sur le tourisme durable. J'en ai pas les compétences du tout. Et nous voulons juste modestement nous aider tous à nous préparer à travailler avec cette tendance qui devient une tendance lourde dans le tourisme actuellement et qui sera une tendance, à mon avis, incontournable dans le tourisme de demain dès que nous pourrons revoyager. Donc, le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur l'hébergement éco-responsable. On verra que de toute façon, il s'intègre dans une démarche plus globale. On veut aussi sortir des clichés extrêmes. Alors celui de la cahute perdue au fin fond de la campagne avec un confort plus que spartiate pour les écolos purs et durs, ou alors le lodge de luxe entièrement éco-autonome sur une île privée en mer de Chine. Donc on veut sortir de là parce qu'on constate qu'il existe de plus en plus d'hébergements éco-responsables qui sont à la fois accessibles et confortables et qui répondent à la nécessité de respecter, voire de protéger l'environnement. Donc pour ce webinaire aujourd'hui, nous avons invité des personnalités qui sont sur deux continents différents, les États-Unis et l'Europe. Et il va être intéressant de voir si les problématiques et les priorités de chacun sont différentes et de voir aussi la différence des approches pour chaque destination. Alors, avec nous aujourd'hui, je vais commencer par le seul homme de cette assemblée, Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l'Office de tourisme du Portugal pour la France et le Luxembourg. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu Bonsoir peux à toutes et à tous. Voilà, super. Est-ce qu'on te voit? Je crois que oui. Ensuite, Kim Todd de l'Office de tourisme de l'Arizona. Kim Todd from Tourism Office of Arizona. Hi, Kim. It's a real pleasure to have you with us today. Thank you very much. Nous avons aussi Liz Birdsall qui représente l'Office du tourisme du Colorado. Hi, Liz. Welcome to France. It's a morning for you in Colorado. Thanks for being there. Et enfin, Mélanie Membré, la fondatrice de la plateforme Va au Vert, qui est dédiée à l'hébergement éco-responsable en France. Donc, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation à ce webinaire. Donc, ce webinaire, nous le voulons dynamique et concis. Il se déroulera en français, sauf évidemment pour Lise et Kim, qui s'exprimeront en anglais, mais bon, je suppose, enfin, nous pensons que la plupart d'entre vous maîtrisez l'anglais et de toute façon, nous enverrons une synthèse des interventions en français ultérieurement par email si vous en avez besoin. Nos invités vont répondre à deux questions. Puis, ils nous présenteront des hébergements éco-responsables coup de cœur qui illustrent un petit peu ce qui se passe dans leurs destinations respectives et qui, nous l'espérons, seront une source d'inspiration pour vous. Je vous invite à poser vos questions dans la boîte à questions pendant tout le webinaire et à la fin, nos invités y répondront. Nous avons Timothée qui fera la modération de la question la séance des questions-réponses. Je vous propose de commencer tout de suite, sans perdre de temps, avec la première question. Quels sont les enjeux prioritaires du tourisme durable pour votre destination? Et comment l'hébergement s'intègre dans cette stratégie globale?
what are the priority issues of sustainable tourism in your destination, and how does sustainable hosting fit into your overall strategy? La priorité aux hommes, je propose de nous rendre au Portugal avec Jean-Pierre. Eh bien, bonsoir, oui, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Puis effectivement, je vois que les chiffres montent, le nombre de participants, c'est impressionnant, c'est un vrai succès. En fait, oui, comme vous disiez, Valérie-Hélène, la question du tourisme durable, eh bien, c'est même plus qu'une tendance, c'est vraiment quelque chose qui doit venir vraiment en priorité pour l'ensemble donc des acteurs du tourisme et des destinations. Le Portugal a lancé justement très récemment une partie de notre plan stratégique qui se déroule de 2020 à 2023, spécifiquement dédié au tourisme durable d'ailleurs, qui d'ailleurs va continuer ensuite dans une deuxième phase de 23 jusqu'à 2030. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la durée, qui avait déjà commencé bien avant cela, bien entendu. Nous avons souhaité effectivement mettre en place des points très très précis concernant notamment certains objectifs que vous voyez ici affichés à l'écran, qui est optimiser la gestion des énergies et des déchets, bien entendu, réduire la saisonnalité pour que l'économie soit plus constante et pour que les flux touristiques soient plus constants et mieux étalés dans l'année. Ça concerne aussi évidemment les territoires, mais aussi les personnes, puisque nous voulons un tourisme plus juste, plus équitable et plus rémunérateur, en tout cas mieux rémunérateur. Il y a plusieurs programmes, on pourra en parler un petit peu à la suite. Je pense notamment au programme Revive, Revive Nature, qui est un programme qui est dédié à la récupération des espaces naturels et du patrimoine historique pour les utiliser à des fins touristiques. Et ça a l'avantage de récupérer des espaces. Il y a notamment la campagne de sensibilisation sur le camping responsable et puis la création de différents guides de bonnes pratiques, à la fois pour le touriste, le visiteur, mais aussi pour les professionnels du secteur, et notamment parlant des questions liées à l'usage des plastiques notamment, et à réduire davantage les déchets et bien d'autres détails de ce genre. Voilà, Valérie-Hélène, si vous voulez, je peux continuer, mais on m'avait dit 2 minutes, alors j'essaie de tenir le temps. Parfait, c'est parfait. I was just about to call for Kim, can you set up the context of sustainable tourism and hosting in Arizona? We can't hear you, Kim. Okay, there I am. Thank you. It's all right. Okay, good afternoon, everyone. First off, I'd like to express my thanks to Express Concierge for giving us this opportunity to virtually meet. I know we've all been really hit hard by this pandemic, particularly those of us in the travel industry. So I'm really excited to have this opportunity to get together today. And I know I am, as much as probably all of you are very much looking forward to the day when we can travel and have the opportunity to meet face to face. The Arizona Office of Tourism's mission is to strengthen and grow Arizona's economy through travel and tourism promotion. And we set records for overnight visitation in the past 4 years, from 2016 to 2019. We saw many areas of our state dealing with record visitation. So to that end, the Arizona Office of Tourism has made it a priority to adopt sustainable tourism guidelines for our entire state. We are focusing on providing a sustainable tourism destination for residents and visitors alike. The key to preserving our state's amazing features and destinations for future generations is to create a culture of responsible, sustainable tourism among our local Arizonans and visitors. With marketing initiatives and campaigns, we're able to take advantage of reaching the traveler before and during their Arizona visit to ensure that they are aware and educated on ways to minimize their impact on the environment. One key way we conduct this is via partnerships and collaborations, and I will share some of these with you in a few minutes. Sustainable lodging is also part of the mix, and there are many organizations at the local, state, and regional level that either independently or in collaboration work to ensure guidelines and best practices are followed. Thank you. Thank you, Kim. Maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie.
Donc, les enjeux, donc là, je parlerai plutôt de notre territoire qui est la France. Le tourisme durable est une philosophie, je dirais, qui existe depuis à peu près 20 ou 30 ans en France. À savoir que ça fait une dizaine d'années que les acteurs ont commencé à se fédérer et à porter fort ces enjeux. Donc, par rapport aux enjeux, on peut prendre donc, pour les voyageurs, on voit qu'il y a une réelle demande en fait de voyager autrement. Il y a des envies, il y a des tendances qui sont présentes depuis 5-6 ans, mais il y a entre la prise, c'est-à-dire de conscience, et ensuite l'acte d'achat, on sentait qu'il y avait un petit décalage. Donc, il y avait une demande, mais ça passait aussi par trouver facilement une offre et comprendre aussi facilement les atouts d'un établissement qui est dans une démarche de tourisme durable. Ensuite, pour les territoires, un des enjeux principaux, c'est bien sûr de démassifier le territoire. L'idée, c'est de répartir en fait le flux touristique et aussi les accompagner sur des endroits où il y a peut-être un petit peu moins de passages. Tout ça pour mettre en avant une autre biodiversité, un autre environnement qui apporte des vraies vertus de voyage. Et côté hébergeur, donc pour les acteurs professionnels, donc les gérants d'établissement, c'est en fait l'enjeu, c'était vraiment aujourd'hui se sentir complètement dépendant de plateformes qui sont déjà existantes, qui ont une forte puissance, mais qui sont internationales et qui n'ont pas forcément leur éthique. Donc ils se sentent un peu emprisonnés. Donc il y avait un besoin vraiment de trouver une alternative. Et ensuite, c'est bien sûr de créer une sorte de communauté, parce qu'on le sait, ça c'est une phrase qu'on utilise beaucoup dans le tourisme durable. Tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et là on sent que c'est vraiment un message qu'il faut porter ensemble et plus fort pour que ça puisse toucher les strates un peu plus hautes. Donc là on le sent, donc on savait qu'il y avait les pros et les voyageurs qui voulaient aller vers le tourisme durable. Et là avec la pandémie qu'on vient de traverser, ça y est, le message est enfin pris par les institutionnels et les politiques. Donc maintenant, je dirais que la recette est entière pour aller vraiment vers ce chemin d'un tourisme plus responsable en France. Merci Mélanie, ça donne de l'espoir. Liz, what are the issues in Colorado? We can't hear you, Liz. There we go. Hello, thank you for having me today. It's so nice and what an honor to be asked by Express Conseil. So Colorado is a very beautiful place that has many beautiful outdoor, gorgeous places to visit. And it's important for us to protect those in our very best way, not only with what we do as a host to guests from France and around the world, but also a responsibility for the travelers coming to visit us. We have taken a holistic role, looking at sustainability from all different angles. So we have created a Care for Colorado coalition and program that really educates our hosts, our hotels, our restaurants, and all of the beautiful places to visit, but also helps educate the visitors while they're here and how to best protect our great assets that we have here in Colorado. We were the first tourism office in the nation to pair with and partner with Leave No Trace. We've created a great partnership and association that all of our different activity providers, our lodging association, our Dude Ranch Association, everybody can get behind this and make it unique to them. We have 7 different principles, and we'll show you a video here in just a short while. But we are thrilled to be here to communicate how important it is to be respectful and have a sense of place and enjoy for many years to come these beautiful places across the world. Thank you. Thank you very much, Liz. Maintenant qu'on a un petit peu le contexte global de chaque destination, on peut aborder la thématique suivante, qui est quels sont les leviers pour développer et promouvoir l'hébergement responsable, des labels, des outils, des initiatives qui vont être utiles aux hébergeurs, mais aussi aux offices de tourisme, aux professionnels et aux voyageurs.
what are the means to develop and promote responsible accommodation, like labels, tools, initiatives that are helpful to us and hosting companies, but also to tourist offices, tourism professionals, and travelers. Et je donne à nouveau la parole à Jean-Pierre. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs programmes, si je puis dire. Je citerai notamment le label Clean and Safe, ce label qui a été lancé il y a maintenant quelques mois au début de la pandémie, qui avait un premier objectif qui était de sécuriser d'un point de vue sanitaire, donc les infrastructures hôtelières, touristiques, etc. Simplement, ce label Clean and Safe, parce qu'on l'espère, n'aura plus lieu d'être en tant que seulement pour les raisons, on va dire, sanitaires ces prochains mois, eh bien, va se transformer petit à petit dans un véritable indicateur de durabilité des entreprises. C'est très important parce que c'est en fait un moyen aussi de former les entreprises et de proposer une offre des services complètement en phase avec les nouvelles normes de durabilité. Donc ça, c'est une partie du programme très, très importante. Ensuite, il y a une partie qui concerne la formation, c'est-à-dire former les professionnels du tourisme à ces enjeux, donc du tourisme durable. Et on a notamment 2 programmes qui sont inclus dans ce fameux plan que j'évoquais tout à l'heure en introduction, qui sont un programme BEST et Upgrade, qui visent à former donc les professionnels du tourisme sur un certain nombre de critères pour qu'ils soient prêts, mais aussi à adapter l'offre, d'où le programme Upgrade, adapter leur offre de manière à ce qu'elle soit plus soutenable et plus en phase avec les nouvelles normes de la durabilité. Ensuite, il y a une campagne de sensibilisation pour les clients, pour les touristes. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce qu'à quelques jours près, j'aurais pu vous donner en avant-première ce projet, enfin vous faire part de ce projet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un peu un message autour d'un meilleur tourisme pour un meilleur touriste et mieux visiter le Portugal de manière plus durable. C'est un petit peu, on va dire, les grands axes de cette nouvelle campagne que nous allons lancer ces prochaines années. On va dire qu'elle se veut être, enfin, on veut être un peu plus altruiste, visionnaire, ambitieux concernant ces questions-là, ne pas penser uniquement à nous, mais de proposer un message plus universel pour un meilleur tourisme de demain. Et puis, il y a enfin, pour terminer, nos écoles, puisque le tourisme du Portugal, c'est à peu près un réseau de 12 écoles du tourisme, un petit peu l'équivalent des BTS tourisme ici en France. Et donc, du coup, nous allons aussi nous appuyer sur ce réseau pour former les touristes, pardon, les professionnels du tourisme de demain, ceux qui seront sur le terrain demain, de manière à ce qu'ils aient vraiment conscience de la nécessité de retravailler et de revoir un petit peu les normes. Merci Jean-Pierre. On voit que le Portugal a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Kim, what are you doing in Arizona to develop sustainable hosting? Great, thank you. The Arizona Office of Tourism has several partnerships and supports various initiatives geared towards sustainability. A few examples include, probably the one that's most applicable to lodging is the Arizona Green Lodging Program, which is actually headed by the Department of Environmental Quality and the Arizona Lodging and Tourism Association. This program has 5 areas of focus that hotels must meet in order to qualify, and these include solid waste reduction, energy conservation and use of renewable energy sources, water conservation and pollution prevention, and administrative management, which basically means that they're committed to using suppliers that also practice sustainability. Once these qualifications are met, then the lodging is certified for 2 years and they must recertify after that 2-year period ends. AOT, or Arizona Office of Tourism, has also partnered with Keep Nature Wild, which focuses on promoting responsible tourism through basically picking up trash in outdoor areas, and they often sponsor events such as trash cleanups. What we've done has actually made a custom cleanup kit, which includes a trash bag and responsible tourism messaging. These cleanup kits are being distributed at all our visitor information centers throughout the state. We currently have 55 in total. We are also incorporating Leave No Traces principles, which Liz had talked about earlier. There's 7 of those, and we integrate those into our marketing efforts such as collaterals, social media, advertising. All of those marketing efforts include them. The messaging runs the gamut from, plan ahead and prepare to respect wildlife and stay on trails. We recently launched an Appreciate AZ campaign, which includes these principles and encourages good stewardship.
We have partnered with several state agencies, such as the Arizona State Parks and the Department of Transportation, to make sure that these messages get out. Now we will show you a short video that pertains to our Appreciate AZ campaign. We love living in Arizona, probably for the same reasons you love to visit. That's why it's so important for all of us to protect it. Let's appreciate Arizona together and leave no trace. Eh ben, ça fait du bien de voyager un peu en Arizona, même si c'est court, ça fait du bien. Thank you, Kim, for this trip. Even if it's short, it's good. Mélanie, elle a plein d'idées pour promouvoir l'hébergement. Alors oui, nous, on va pas, quoi. Je vais parler du coup de notre spécificité. Donc, pour reprendre, je suis la fondatrice de vaouvert.fr, qui est une plateforme de réservation d'hébergement touristique français écologique, inscrite au sein de l'économie sociale et solidaire. Donc là, vous pouvez comprendre facilement que toutes nos valeurs, ce qu'on présente, c'est à forte valeur ajoutée pour une éthique, mais aussi notre fonctionnement d'entreprise est inscrit dans ce chemin. Donc, un des enjeux, c'est rendre facile en fait l'accès aux informations tout en sincérité et en transparence. Moi, je pense que ce sont vraiment des piliers forts, en tout cas, pour communiquer, faire la promotion de son hébergement durable. Et pour ce faire, en fait, nous, notre innovation, elle repose sur un indice, donc c'est l'indice Vaouvert, qui permet de scorer un peu sur de la gamification, de scorer l'engagement écologique des établissements. Donc, pour ce faire, c'est un algorithme, en fait, qui est derrière, qui comprend environ 95 critères éco-responsables qui sont répartis en 5 thématiques, donc pour une meilleure lisibilité pour le voyageur. Donc, tout en haut, donc vous voyez tout ce qui concerne l'infrastructure, l'habitation en tant que telle. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la création des énergies, la gestion des déchets. L'avant-dernier, c'est la cuisine saine qu'on va pouvoir y trouver, par exemple s'il y a des menus végétariens, du produit local, etc. Et enfin, tout ce qui est partage, activités, sport nature, voilà, tout ce qui va permettre aussi d'enrichir des valeurs chez nos visiteurs. Et de là, on comprend très vite que ce système de points, donc c'est un score, permet d'appréhender facilement, en tout cas pour le voyageur, l'engagement écologique de chaque établissement. Et on apporte un niveau de lecture qui est séquencé. C'est-à-dire que très rapidement, on va avoir un score, un pourcentage, et ensuite, il va pouvoir aller chercher l'information très précisément sur ce qu'il va pouvoir trouver dans l'établissement. Merci Mélanie. And now, what's for Colorado, Liz? So in Colorado, certainly, as I mentioned, we were groundbreaking and partnering with Leave No Trace, and it's great to see destinations such as Arizona join that coalition as well. How we got there was we had done a tourism roadmap, and one of the most important features that came out of that was to become a steward of the assets that we have. And so it became important to, as I said, not just do things on our side, but also educate for our visitors as well. As we pulled together this Care for Colorado coalition and association and really stamp of approval, we had associations such as the Colorado Lodging and Hotel Association come on board and create really a new thought process to educate their frontline workers and their hotel staff, their bell staff, their housekeeping staff, and really take another look at what we can do in terms of accommodations. We took these coalitions and we have moved those and replicated those throughout the state. The Care for Colorado principles, we have 7 principles that, as Kim said, really are about being respectful to the asset, the wildlife, staying on the trail, not playing music on your cell phone when you're hiking, and picking up trash.
and of course recycling, but we wanted to go beyond recycling, and that's why this whole educational process has been so important. I also have a video, if they would go ahead and get that started, that really communicates those 7 principles and what we're trying to do to promote that we do through our social media, on our advertising, and through many other channels, especially Colorado.com. Thank you, Lise, for this nice video. Ça fait du bien de prendre l'air un peu là, voilà. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'initiatives concrètes qui existent et qui sont appropriées par les acteurs locaux dans nos destinations. Donc on voit que le Portugal a beaucoup d'initiatives concrètes qui impliquent tous les acteurs du tourisme. C'est la même chose en Arizona, au Colorado, et là Mélanie nous dit que ça commence vraiment à bouger en France. Alors maintenant, écoutez, c'est le temps de voir des belles choses et de nous évader un petit peu en faisant un petit tour des coups de cœur de nos invités. Et c'est parti pour le Portugal. Alors, c'est à moi, c'est ça? Oui, donc concernant donc les coups de cœur, c'est très difficile effectivement en quelques 2 ou 3 minutes de faire un choix. Alors, je vais vous passer une petite vidéo juste après les quelques mots que je vais vous dire maintenant. Ces vidéos présenteront quelques exemples de bonnes pratiques éco-responsables que nous avons identifiées et qui nous plaisent bien, soit par la gestion de leurs déchets, soit par l'utilisation des matériaux, soit aussi par le fait de proposer pour le restaurant des produits sur place, du maraîcher sur place. Évidemment, les économies d'énergie, etc., zéro plastique et d'autres critères. Mais avant cela, je veux aussi vous dire qu'il y a quelques labels qui existent au Portugal, notamment 3 que j'aime bien citer. Ethic Hotels, qui ont pour l'instant 3 hôtels au Portugal. Il y a, comment dirais-je, Travel Life et Biosphère Tourisme. Alors, pour Travel Life, ils ont à peu près 35 hôtels et Biosphère Tourisme, 107 unités actuellement au Portugal. Et à chaque fois, ces labels reprennent donc certains critères très stricts pour pouvoir bénéficier, on va dire, donc de ces agréments. Voilà. Si on peut, on lance la petite vidéo, puisque les images valent mieux qu'un long discours, comme on a l'habitude de dire. Donc Valérie Hélène, je vous laisse lancer cette petite vidéo.
Merci Jean-Pierre. Voilà. C'est presque une torture. Oui, de oui, pas je suis pouvoir coupé un peu regarder, c'est une brusquement, mais voilà, torture. ça donne envie. C'est juste pour qu'on comprenne un petit peu l'idée. Évidemment, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer, mais c'est pour donner un petit peu la philosophie de certains de ces établissements qui reprennent effectivement l'éco-responsabilité en termes d'énergie, en termes de formation du personnel aussi, parce que les personnels sont formés pour pouvoir répondre aussi aux exigences du tourisme plus responsable. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu voyager après ce déconfinement, puisque nous sommes déconfinés à partir d'aujourd'hui, donc il faut en profiter. Merci Jean-Pierre, ça fait du bien. So we're now flying to the Grand Canyon State. Kim, what are your favorite sustainable properties in Arizona? Thank you. First off, I just want to say I chose these two properties not just because of the sustainability, but also because it just shows the diversity of accommodations that are available within our state. One hotel that's opening next year we're really excited about is Ambiente, a landscape hotel that will be opening next summer. It's in beautiful Sedona, Arizona. They will have 40 private guest rooms, or they call them atriums. The price range, of course, is not yet set as it hasn't opened, but they have some great sustainability practices, which include responsible land ownership. And at Ambiente, guests can be socially distanced while also having access to a variety of luxury amenities within their own private atriums. These atriums are actually going to be built on stilts, which allows for less land clearing. There'll be no cars on the premises, so no roads. They will only allow small electric vehicles. And also a landscape architect team is currently activating the land's ancient waterways to promote permanent flowing water throughout this 3-acre property. So that's really exciting. And one really cool feature is that each atrium is going to have a private rooftop deck, not only for taking in the stunning Sedona Red Rock scenery, but also for nighttime stargazing, a favorite pastime in this part of the world because Sedona is designated a dark sky town. And you will note in your follow-up materials, we're actually sending you includes a multi-state dark sky itinerary of not only Arizona, but also Colorado and Utah. The other property I want to mention is Raven's Nest Nature Sanctuary in Patagonia, Arizona, which is in the southern part of our state, about an hour south of Tucson. Here they have only 2 glamping tents available, but they're really in the middle of nowhere, remote, and very eco-sustainable. The prices there range from a low of $95 to a high of $150 US, and that really depends on whether you want double or single occupancy and what time of year you'll be visiting. Of course, summer would be the low season. Raven Nest Sanctuary's best sustainability practices is that they're creating a sustainable model of living. They honor the land and they leave a legacy for the wildlife. It's really a unique location located within an area we call Sky Islands, which is very unique to southern Arizona and northern Mexico. It's actually isolated mountain ranges that have very diverse wildlife and plants and fauna. They practice and offer classes on conservation of local land and wildlife, as well as private tours that include birding, astronomy, and biodiversity. At the glamping sites, they actually follow green guidelines to ensure that guests are staying in a safe and non-toxic environment. These include things such as using non-toxic natural cleaning agents. They use only cotton sheets, towels, nothing that's disposable or paper products. And all the indoor and outdoor showers and sinks are set up for a water recycling program, which allows reuse of the water from the bath and the kitchen to be used to water surrounding trees and plants. So they have a really interesting program we're happy to share with you. Thank you. Thank you, Kim. It's very, very, my microphone, yeah. Thank you, Kim. It's very, very inspiring. Thank you very much for this. Maintenant, on retourne en France avec Mélanie qui a même du mal à faire une sélection tellement elle a des trucs sympas, donc ça a été dur. Vas-y, Mélanie, à toi. Donc moi, bien sûr, j'ai choisi, donc actuellement, on a à peu près 140 ou 150 établissements répartis à travers toute la France sur Va au Vert. Je suis allée du coup chercher mes coups de cœur dans ceux qui nous soutiennent depuis le début et qui sont des très beaux établissements. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Donc, en premier, je vais vous montrer l'hôtel. Donc, c'est un domaine Ribérache,
qui est un hôtel 4 étoiles. Moi, ce que j'adore et ce que je trouve vraiment typique, ce sont des établissements qui ont réhabilité des anciens endroits qui sont empreints de culture et d'histoire vraiment attachés au territoire. Rien de mieux en tout cas pour s'immerger lors de son voyage. Donc, Ribérèche, c'est un couple d'architectes qui a réhabilité une ancienne cuve coopérative. Donc, ça se situe en Occitanie, dans le sud-ouest. Donc, c'est Karine et Luc. Donc, écho de la vigne à l'hôtel en passant par un restaurant gastronomique aux produits locaux. Et à savoir que, en plus de toutes les actions écologiques qu'on peut trouver comme l'énergie solaire ou la géothermie, ils ont une piscine qui est en biotope, c'est-à-dire 100% naturelle. Je vous fais un petit tour pour montrer la qualité du service et surtout la beauté des lieux. Ici, vous pouvez voir cette fameuse piscine en phytoépuration, qui est une piscine vraiment 100% naturelle et qui apporte tout le confort à la baignade. Bien sûr, donc il y a la possibilité pour les gérants de parler de leur philosophie, le pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, leurs petits secrets qui vont indiquer à leurs visiteurs le niveau. Donc là, on voit qu'ils sont au niveau maximal chez nous. Et ensuite, un peu plus bas, nous avons, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, le fameux scoring qui, dans un premier temps, est très light. Et ensuite, on peut aller chercher l'info. Les deuxièmes, c'est Ecologia. Donc là, on part dans l'ouest, au niveau de la Mayenne. C'est à la fois donc, une offre d'hôtellerie, mais aussi d'insolite. Donc pareil, on est sur des anciennes carrières d'exploitation de chaux qui datent du 19e siècle. Ça a été repris il y a 10 ans par deux amis, Guillaume et Vincent, qui ont en fait créé toute leur offre autour des 4 piliers qui est l'eau, l'écologie, le patrimoine et l'homme. Quand on se balade sur leur établissement, on voit qu'il y a tout un parcours pédagogique sur la permaculture, le potager, donc vraiment pour animer l'esprit curieux, de curiosité chez les enfants. La piscine naturelle aussi qui est juste fantastique avec une offre de tipi tout autour. Les carrières, donc ils ont aussi de la cabane flottante, etc. Et ils ont une spécificité, c'est qu'ils sont un centre de sensibilisation sur l'aquaponie. Donc, en fait, ils cultivent sur des aquariums des éléments qu'ils vont ensuite proposer à la dégustation ou dans les petits déjeuners auprès de leurs hôtes. Donc, on voit aussi qu'ils sont au niveau 3. Donc, ça, c'est vraiment voilà, les 2 coups de cœur, mais vraiment cœur que je peux vous présenter. Sinon, n'hésitez pas à regarder directement sur le site. Il y en a plein d'autres. En tout cas, pour s'inspirer, c'est top. Merci beaucoup, Mélanie. Effectivement, ça donne envie. Et puis, on voit que c'est très dynamique. Hein. Ils prennent beaucoup d'initiatives. And now let's fly to the Centennial State with Lise. What are the best sustainable places to stay in Colorado? Thank you so much. Boy, do I want to travel again, going to Portugal and Arizona and all these beautiful places that have been shared today with such great messaging about our taking care of our Mother Earth. But of course, today we're focusing on accommodations, and there are a couple that I wanted to point out in our state. The Limelight Hotel, located in Aspen, Colorado, is a special place. Aspen is world famous, certainly for their skiing, might rival some of those beautiful resorts in France, and also known for the celebrity status that it is. However, Aspen is actually run on 100% renewable energy, and we have 2 cities in Colorado that do so, and Aspen is one of the leaders in our state, as they are in so many things that lead our way. The Limelight Hotel is owned by the Aspen Skiing Company, and Aspen Skiing Company takes sustainability and climate change very seriously in everything that they do. They have a full-time person with the Aspen Skiing Company and actually a whole staff that focuses on what they can do to help the earth and help the climate change. They actually have an advertising campaign called Give a Flake that actually goes towards contributing to advocacy in Washington, D.C. The Limelight Hotel has 120 rooms. It's located right in downtown Aspen. Their prices range from about $400 to $800+ a night in the height of winter. And they're doing things
everything from how much water they use to their energy use, and also looking at plastic bottle use is completely taken away, which is such a great practice that's done throughout Europe and that we hope to mimic here. Composting, digital guest communication so that there is no more paper printed over and over again, and then plastic replaced with corn and 100% compostable products. It's a very unique property in that it's located right in the city center, but the focus has been on its sustainability. It's also been recognized internationally for its environmental stewardship through the Aspen Skiing Company and their value-based approach to business. The other hotel an accommodation I'd like to talk about is the Broadmoor Hotel. It's a historic hotel. It's over 800 rooms. It's a very large property, running from $250 a night, and actually winter is less expensive than summer. This is a unique opportunity that we see in what's happening in Colorado as they retrofit and go back in and renovate and change this beautiful historic hotel to be much more kind to the environment. They're looking at everything they can do, from energy use and reduction of their annual electrical usage, not heating the pools in the winter and closing those down because they're just not used, so why use that energy? Waste generation staff that is completely looking at how they can reduce their waste and not just recycle, but reduce that waste, as well as their food rescue programs. How can, again, reduce that waste by looking at the food usage and wastage. Water use, of course, it will always be important in a dry climate like Colorado. Even though we get a lot of snow, we are on a drier climate, so it's important. And then looking department by department with golf and tennis and all the recreational opportunities, where can everybody reduce their impact? So it is great to see these great historic properties, these beautiful properties that thousands of people come to every year, also looking at and refitting themselves to in this new day and age of importance. Thank you so much. We're so excited to be here, and we are thrilled to have these partnerships throughout the world and with partner states like Arizona with our multi-state itineraries, the dark skies and our scenic byways. Certainly an important part of the West is conserving the great assets that we have. Thank you so much for having me today. Thank you, Liz. It's very encouraging, and this, I hope, will be the standards of tomorrow, really. Merci à tous. Nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses et je vais laisser la parole à Tim, notre modérateur. Tim, avons-nous eu des questions pendant ce webinaire? Oui, alors bonsoir à tous. Alors on va commencer tout de suite avec une première question. First question for Kim, de Michel Archambault qui nous vient de Montréal. So Kim, Michel asking, what are the challenges regarding the use of water to keep the product cope with the needs of visitors, like golf, kayaking, bird watching, etc.? We can't hear you, Kim. It's coming. We can't hear you. You guys were muting me, sorry. Okay. Challenge, especially in the desert. That's why there's a lot of like regional and local and state legislation about the usage of water and how much you can use. If you need details about specific areas or types of activities like golf, I'm happy to get those for you. I just don't have specific details on like how much water, but I do know there's legislation and restrictions on the usage. Thank you, Kim. Alors, la prochaine question, elle vous concerne un peu tous. C'est une question de Gaëtan Derchef qui nous demande comment les régions, les labels régionaux, comment avoir des labels communs entre les régions et pour les rendre assez clairs et visibles à la fois pour les consommateurs et aussi pour la vente, pour les agents de voyage.
Je vais d'abord laisser Mélanie et Jean-Pierre commencer à répondre et puis après on passera en anglais avec Lise et Kim. Je peux commencer, Jean-Pierre? Vas-y, Mélanie. C'est justement, c'est par là que va passer la promotion d'un tourisme durable. Les labels, c'est vraiment un métier à part. Ils sont là pour accompagner, proposer des outils, suivre une progression sur un établissement. Et c'est quelque chose qui est bien différent de la commercialisation et de la communication de son offre. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver les acteurs les plus adaptés qui vont permettre de rendre vraiment l'information commune, en tout cas sur un seul support, donc en fonction de l'étape à laquelle on en est. Si on est dans sa transition et qu'on a besoin d'accompagnement, on va vers des labels, des chartes, des certifications. Ça peut être sa région, mais ça peut être aussi des labels nationaux. Et ensuite, quand on passe plutôt au marketing ou à la communication et à la commercialisation sur toute son offre, et ben là, on va chercher justement des plateformes, son site personnel, où là, on va pouvoir mettre toutes ces initiatives actuelle de l'établissement. Alors effectivement, si je peux compléter, je donnerai l'exemple justement du label Clean and Safe que nous avons lancé au Portugal, puisque nous avons réussi avec ce label, d'une part, à mettre tout le monde d'accord au niveau donc des territoires, c'est-à-dire les départements, les régions, ce qui n'est pas chose aisée. Et d'ailleurs, nous avons été les premiers au début de la pandémie à réussir à tout harmoniser et à lancer un label unique national qui était repris dans toutes les destinations régionales et par tout le secteur. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous souhaitons que ce label, qui maintenant est bien implanté, puisque près de 25 000 professionnels du tourisme portugais ont déjà fait appel ou utilisent ce label, et bien de le faire évoluer vers des critères plus de durabilité et pas uniquement liés à la sécurité sanitaire, puisque au tout départ, Clean and Safe, c'était pour garantir une sécurité sanitaire, d'hygiène, pour rassurer les clients. Mais demain, ce label Clean and Safe va évoluer, c'est en cours en ce moment, nous travaillons dessus, de telle sorte à ce que ça devienne un véritable label qui prend en compte un tas de critères, notamment ceux du tourisme durable, puisque je disais, c'est plus qu'une tendance, c'est un véritable projet national et un véritable ADN que de vouloir maintenant transformer ce tourisme en un tourisme plus durable au Portugal. Et donc, ce label en sera un exemple. D'accord, merci à vous deux. Kim and Liz, same question. So, how to unify all the regional labels and make it clear enough for the customers and also sellable for the B2B, the travel agents? I'm not quite sure I understood all the different levels. Yeah, because do you have a communal labels for all the regions in the United States? How identify for the consumers a clear, a global label in the US, as example? If all the states travel together, so you mentioned Leave No Trace as example for Colorado and Arizona, but do you have a very clear label on the for all the USA, all the states? Communal labels clear enough for the customers, but also for the sellings for when the travel agents try to retail some sustainable lodging to their customers. You want to take that, Kim, or do you want me to start? Yeah, go ahead. As far as I know, there is nothing national. It's very much state-driven, although we do have a national agency, the U.S. Travel Association. And I don't know, Liz, do you know if they have any programs? I'm not familiar with any. They do have some programs. There is Tourism Cares that on a national level that works on different programs. I would say it's more of a regional level, and that states like Colorado and Arizona and states in the West that are probably on the forefront of the sustainability efforts and looking at how that impacts us as a destination, but also our travelers. And so coming together, I think we all work very closely and have the same values. And so work to promote those. You can see that same concept with Leave No Trace in Colorado and in Arizona, and it is taking off through the West. So consistency there in the messaging, I think, helps that traveler have a consistent experience of what to expect.
Ok, thank you. On va continuer. Pardon. On va continuer aussi encore une question plus ou moins globale. Avec tous les principes que vous nous avez présentés aujourd'hui pour vos destinations respectives, à votre avis, ça s'adresse davantage à un tourisme individuel, voire de groupe, ou alors est-ce que c'est compatible avec le tourisme de masse? Ou est-ce que le tourisme de masse ne va pas mettre en danger toutes ces initiatives? Je peux commencer si vous voulez. C'est une vaste question qui n'est pas simple. Ça, c'est un débat qui date déjà, et notamment au sein de toutes les réunions du secteur. Je pense notamment aussi à des mouvements récents comme le mouvement Respire, le tourisme de demain, où on a beaucoup travaillé sur ces thématiques et on se pose la question, est-ce que le tourisme de masse est-il compatible avec un tourisme plus vertueux, plus durable, plus inclusif? Évidemment, a priori, on a envie de dire non, mais on est conscient que le tourisme durable ne doit pas être un tourisme élitiste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas opposer ce qu'il y aurait donc d'un côté, c'est-à-dire un tourisme durable, inclusif, pour des personnes plus aisées et beaucoup moins abordables, et de l'autre côté, un tourisme beaucoup moins soucieux de la durabilité, un tourisme de masse plus accessible. Il faut trouver un juste équilibre. Je crois que ça va devenir de toute façon naturellement par le consommateur. Il y aura toujours une fois que toute cette pandémie sera terminée, malgré les beaux discours, on peut imaginer qu'il y aura toujours une demande pour un tourisme de masse, pour des resorts, pour du produit où on va se baser essentiellement sur le tarif plutôt que sur on va dire le contenu lui-même du produit qu'on achète. Donc évidemment, ça ne va pas disparaître. On pense, on espère en tout cas que les mentalités vont changer avec les nouvelles générations et que ça va se faire progressivement par la demande. C'est-à-dire que l'offre doit s'adapter certes, mais ça doit venir aussi par la demande. Et puis, on verra bien ce que donnera l'avenir. Mais évidemment, le tourisme de masse n'est pas prêt de s'arrêter. Après, on peut essayer de mesurer, de contenir. Et certaines erreurs qui ont été faites par le passé, on peut éviter de les refaire. Peut-être profiter de cette mise à zéro presque du tourisme pendant quelques mois depuis le début de la pandémie, et puis voir ce que l'on peut faire. Je sais que par exemple Venise réfléchit beaucoup à la question, Barcelone aussi, Paris notamment. Par exemple, Venise se dit qu'ils ne vont pas forcément reprendre le même nombre de vols low cost vers la destination pour essayer de réduire un petit peu. Je prends le cas du Portugal. Avant la pandémie, nous avions 600 vols par semaine depuis 22 aéroports de France. On peut se poser la question, est-il nécessaire de reprendre, après cette pandémie, de reprendre autant de vols et avoir 600 vols par semaine depuis 22 aéroports de France? Peut-être que 300 vols suffiront. Voilà, donc c'est des questions qu'il faudra y réfléchir. Maintenant, de dire que le tourisme de masse va disparaître, c'est compliqué et c'est effectivement difficilement compatible. Mélanie, tu veux compléter? Oui, moi je peux compléter plutôt par rapport aux valeurs qu'il y a. C'est vrai que quand on parle de tourisme de masse, moi ce que je pense en premier en fait c'est le respect des habitants, c'est le respect des locaux, c'est aussi le respect de l'environnement, de la biodiversité qui est sur place. Je pense que derrière en fait il suffit simplement aussi d'inclure ces locaux dans l'offre touristique, de porter qu'ils aient un intérêt eux aussi à parler aux visiteurs. De sensibiliser eux-mêmes ceux qui sont de passage. Et comme ça, je pense que dès qu'il y aura cet équilibre qui sera retrouvé, quoi qu'il en soit, il y aura une répartition, en tout cas, des affluences, une répartition aussi en termes géographiques. Et là, on rentrera dans un tourisme qui est beaucoup plus respectueux du territoire dont il fait partie, quoi. D'accord. So Liz and Kim, we're trying to figure out how we can make to fit these sustainability initiatives with the mass tourism. Is it possible to have both, to have a crowds of tourists, or does the sustainability practice are more for small groups or for individual trips? I think we started with Kim, so Liz, if you want to start this time, maybe. Sure. So I think that's part of our responsibility and Care for Colorado principles is dispersion of the guests and giving the guests not just the highlights of Colorado, the most famous places to see, but that there's more. And those are the most popular places, like the Maroon Bells outside of Aspen are certainly so popular. So we
try and do different programs on social media to do, the geofencing to promote other areas that may not be as well visited while a visitor is there. The other options that I know Arizona is excellent at this, but is we have put in place our shuttles and reservation systems to some of our more popular destinations, such as the Maroon Bells, so that we really do lessen the impact of the travelers there. So yes, it will be, I think in Portugal, around the world, mass tourism, while it's not the issue today, will probably crop up again because people will want to visit those places. But I think these measures that are in place will help kind of break up that kind of huge encroachment of the crowds. But Kim, you probably have a lot to add on that. Well, I think dispersion is really key, as Liz mentioned, and so a town that's done a really great job with that is Sedona. They launched the Secret Severn campaign a couple of years ago, and it was really about experiencing Sedona as a local. So a lot of people know about, certain areas to go to that are very popular, but this was like how to experience as a local. And that was really key for kind of dispersing visitors to other areas of the town. And something that we're seeing too is, a lot of times when these places are really popular, like a Sedona, it's a small town. And so, you have some conflicts with people that live there, and then with tourism and so many people coming and the traffic jams and, restaurants being full. And so these kinds of dispersion programs really help kind of alleviate those issues as well. Liz mentioned the shuttles, like the Grand Canyon National Park has done a great job with the shuttle service, and basically, not bringing cars in. That helps with keeping the pollution down and having people park outside of the park and then shuttling in. They also have been building like bike trails, so a lot of people now are biking in. Rental companies are coming in with bicycle rentals, so they're really bringing in suppliers too that can help alleviate those environmental issues, whether it's too many cars or too many people in certain areas at the same time. And I think adding these trails in other areas has really helped alleviate, especially places like the Grand Canyon. Another thing we saw in the last couple of years was Horseshoe Bend outside of Page, just got millions and millions of visitors. I think about 4 million visitors in 2019, and the Grand Canyon only had 6. So that just goes to show how popular it was. So they alleviated it by actually, charging a small nominal fee for visitors. So there weren't, a lot of people stopping in at the same time. It helped to kind of alleviate the numbers as well. So. Thank you. Je propose qu'on fasse une dernière question et après on passera à la conclusion. D'accord. Alors, j'en avais une très intéressante de Mamadou Samb qui demandait comment peut-on faire pour rendre le produit et l'hébergement accessibles aux classes moyennes? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'idée d'un côté luxe, comme on disait en introduction. So Liz and Kim, the question is how to make to give an access to sustainable lodging to a lower class, because we think it's more for luxury. We need very high incomes, but how we can make it affordable for everyone? I think that's a great question. And I did use 2 high-end examples, and maybe I should have actually balanced that with a third. We have a very reasonable hotel in Colorado Springs that has done remarkable work on the sustainability front. So really, there are sustainable lodging options at all the price ranges. Certainly there are some that are on the higher end, but I would say we would certainly be able to recommend sustainable lodging opportunities at many different price ranges. Yeah, and I would just piggyback off of that and say that, that is the case. Like I showed the Raven Sanctuary, that's, I think 95 was the low. Well, there's other opportunities for places like that where it's, glamping or the camping situation. Sasha Dane outside of Page on the Navajo Indian Reservation, they have hogans. It's kind of in the middle of nowhere, but also, very economical and the price point is right for an economical traveler. So I think, yeah, we pretty much have accommodations across the gamut that are affordable, and you just kind of have to do your research. The Green Lodging Program does have a list of hotels
on their website that will list those that are in the certification program. And again, it's across the gamut. You know, you have your 5 stars, but then you also have more affordable accommodations that are part of the program. Ok. Mélanie, peut-être? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça fait partie des préjugés, en fait. Hein, dès qu'on parle de tourisme éco-responsable, soit on a l'impression d'être dans une yourte au fin fond du Larzac avec des toilettes sèches et pas raccordées, ou soit on a l'impression d'être dans une écologe grand luxe inabordable. Et en fait, le tourisme durable, c'est toutes les typologies, c'est toutes les capacités et c'est tous les niveaux de services et de niveau de gamme de services. Ce qu'il faut, ça c'est un point qui est aussi important. Souvent, en tout cas, la première porte d'entrée pour sensibiliser un établissement, c'est aussi de montrer que d'être écolo, au final, c'est aussi avoir des économies. Parce que tout simplement, on va mettre en place des initiatives qui vont permettre de consommer mieux. Donc certes, au moment de la transition, c'est un investissement, donc ça coûte de l'argent. Mais au final, quand on regarde de manière plus durable, c'est là où on voit que ça a un coût concret, c'est-à-dire que ça réduit le coût de la chambre en termes de gestion pour l'hôtelier. Donc, au bout d'un moment, en fait, il n'y a pas une question de tarif. C'est une logique. Merci. D'ailleurs, il faut voir que les hôtels 4-5 étoiles, souvent dans les grandes villes, ne sont pas forcément les plus éco-responsables. Dans l'offre, si on prend le cas du Portugal, dans la grande majorité de l'offre dite éco-responsable sont des hôtels ruraux, du tourisme en espace rural, des unités qui font en moyenne plutôt autour de 3 étoiles avec des tarifs relativement abordables, d'autant plus que le prix moyen hôtelier au Portugal, d'une manière générale, est déjà relativement abordable, mais alors ce tourisme en espace rural, elle est encore plus. Et comme disait Mélanie, c'est pas du tout forcément des écologes de luxe. Au contraire, c'est aussi beaucoup. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo. Si on prend l'exemple du dernier, je crois que c'est pas le dernier, mais peut-être le deuxième ou troisième exemple qui était la Cisterna. C'est un petit hôtel rural et qui a des prix très très abordables. Donc là n'est pas forcément lié. Le côté éco-responsable n'est pas forcément lié à un tarif élevé ou à un classement 4 et 5 étoiles. C'est effectivement un peu un préjugé. D'accord, merci à tous. Je vais laisser Valérie reprendre la main. Hop. Oui. Merci à tous. Cette dernière question était très intéressante parce qu'en fait, elle montre bien tous les clichés. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce modeste webinaire, c'était justement d'essayer de contredire tous les clichés. Alors, on y est peut-être arrivé un tout petit peu, je sais pas, mais en tout cas, on a apporté notre petite contribution comme on a pu. Donc, je voulais thank you to all, and it was very nice to have us with you, with us. Je vais y arriver, décidément. C'est la fin de la journée. Désolée pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y en avait beaucoup, mais on va les traiter par mail et on va vous les renvoyer. On va vous renvoyer des réponses par écrit. Est-ce que l'un de nos invités veut conclure, dire un petit mot? Mélanie, Jean-Pierre? Non, tout le monde a… Oui, d'abord, féliciter l'initiative, remercier toutes les personnes qui ont travaillé, donc l'équipe Express Conseil, et puis aussi évidemment les nombreux participants, parce que vous étiez nombreux à venir à ce premier épisode, donc c'est très très bien. Donc pour terminer, je dirais juste, je penserai à quelque chose que nous a dit hier justement notre président du tourisme du Portugal lors d'une réunion Zoom justement sur la stratégie 2021 et 2023. En fait, quand on parle de tourisme durable, il ne faut pas qu'on y pense à une tendance. Il faut que ça devienne véritablement quelque chose de profond et un véritable positionnement. Et c'est ce vers quoi nous tendons, le Portugal, vers un véritable positionnement profond sur un tourisme de demain, un tourisme responsable, inclusif, vertueux. Et c'est quelque chose vraiment qui nécessite la mobilisation de tous. C'est-à-dire que c'est à la fois les territoires, les professionnels, mais au-delà de cela, je pense que toutes les destinations doivent être concernées et doivent transmettre un message universel. Il faut un peu d'altruisme dans ce cas de figure, c'est-à-dire ne pas penser uniquement à nous et continuer à faire ce qu'on faisait avant, à vendre nos destinations de manière très très personnelle. Il faut élargir un petit peu ce message plus universel pour un meilleur tourisme et c'est d'ailleurs ce que nous allons vous présenter très prochainement. C'est pour ça que je me permets de lancer cette conclusion, introduction au message que nous allons vous présenter à la presse dans quelques jours sur justement ce message universel que nous voulons lancer pour un meilleur tourisme de demain.
Ouais, on sait que le Portugal est très actif. Mélanie, un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, je trouve que c'est cette initiative que vous avez eue, elle est géniale parce que moi, je suis assez la tête dans le guidon avec mon message tourisme durable en France et en fait, je me rends compte que là, on voit bien, on était deux continents, que le message est pris aussi à bras le corps de l'autre côté de la planète et c'est sûr que quand on voit leurs paysages à eux, oui, il faut absolument les préserver, c'est magnifique. Et on est en train de voir aussi que là, le tourisme durable répond justement à ces nouvelles problématiques qu'on traverse, la pandémie là, qui nous touche tous et qui ferme nos frontières, et tout simplement, c'est se dire que les meilleurs ambassadeurs de son territoire, c'est leurs propres habitants. Donc, un tourisme de proximité et respectueux de son propre territoire ne fera que les faire aimer là où ils vivent. Et du coup, ils deviendront aussi eux-mêmes conseillers de leur territoire. Donc, voilà, ce côté... Merci, Mélanie. Kim, do you have a word? Do you want to say a word to conclude? Do you want a word to say something to conclude? Yeah. Okay, thank you. Thank you very much for allowing me to participate in this virtual webinar. It was a very great opportunity. And I think, once we get past this pandemic and we're all back and traveling, that sustainability is really going to be here to stay. It's going to be part of the travel landscape. And I'd be remiss not to mention, we've talked about all the collaborations and the marketing campaigns and things, but there's really a lot of opportunities. We see voluntourism is really going to be a huge trend. I think that's here to stay as well. Places like Sedona are already offering these opportunities where you can come in and actually, build houses for people and clean up trails and things of that nature. So I think it's definitely here to stay, and that this topic is very timely. So thank you very much for allowing me to participate. Thank you, Kim. That's right. Liz, a few words to conclude. Well, again, thank you to Express Conseil, and it was certainly an honor to be with Jean-Pierre, Melanie, and Kim. I'm honored to be here, and I do think that sustainability is such an important issue, and I don't think that it's going to go, it's something that was happening before the pandemic and is so important to all of us because it's a protection of what makes all of our places special. And I do think that as people travel again, the intention on where they're going is going to be probably a bit different. And we're looking forward to that day when we start to experience that and start to share our special places again. But thank you again for this opportunity. It certainly is an honor to speak with all of you. And my last international trip, I was actually in Paris a year ago. So that's the last time. So certainly great to be on with all of you today. Thank you, Liz. It's been a pleasure too. Donc, écoutez, nous espérons que ce webinaire vous a plu et vous a été utile surtout. On espère vous donner rendez-vous en 2021 pour la suite d'une série donc, de webinaires sur le tourisme durable. On a commencé par l'hébergement et on aimerait bien que les épisodes suivants traitent du tourisme durable par la question du transport et aussi par la question du tourisme durable en milieu urbain, notamment ce qui concerne les city breaks. Donc, nous vous communiquerons des dates dès que possible. Et puis, si vous avez des sujets autour du développement durable qui vous intéressent, on sera tout à fait ravis d'étudier si vous avez des suggestions. Donc, je tiens vraiment à remercier Jean-Pierre, Kim, Lise et Mélanie pour leur disponibilité, leur présence et leur travail sur ce webinaire. Et je veux aussi remercier tout particulièrement deux membres de ma Dream Team que sont Connie Chazot et Timothée Rimbaud, qui ont mis en place l'organisation de ce webinaire, qui y ont mis du cœur, qui se sont vraiment impliqués et vraiment je les en remercie. Donc merci à tous aussi de votre présence. On vous souhaite les plus joyeuses fêtes possibles et on vous donne rendez-vous en 2021. À bientôt.